What is up, family? We have another Patreon request. We got Astronaut Geek. Le phénomène le plus rare de l'univers. Phenomenon, the most rarest phenomenon of the universe. Je sais pas. Mais il va te dire. Il va me dire. Le feu? À chaque fois que j'allume un feu, je peux pas m'empêcher de penser à toutes les implications cachées derrière un acte aussi simple. Et quand je dis un acte aussi simple, est-ce que ça l'est vraiment? I don't know. Is that what he's going to be telling us about? Maybe the cavemen or I mean, it is pretty impressive that somebody out there did figure out at some point, oh shit, I can make fire. I mean, that is pretty crazy. Right? You think about it. Where the hell's okay, allez. Let's go. En 1974 a été découvert en Éthiopie le squelette d'une femelle australopithèque datée d'il y a 3 millions d'années. Vous la connaissez sûrement, c'est Lucy, nommée ainsi parce que les archéologues écoutaient Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles en triant les ossements. Plus récemment, en 2000, a été découvert au Kenya le squelette d'Ororin daté de 6 millions d'années. Mais vous connaissez plus probablement Toumaï, qui lui a volé la vedette l'année suivante en étant découvert au Tchad et daté de 7 millions d'années, ce qui en fait aujourd'hui notre plus lointain ancêtre connu. Mais les plus anciennes traces connues d'utilisation du feu remontent à 1 ou 1,5 million d'années, dans une grotte d'Afrique du Sud, où on a retrouvé 270 os brûlés. Mais il semblerait qu'il s'agisse d'une utilisation opportuniste, c'est-à-dire d'un feu prélevé ailleurs, par exemple dans un incendie naturel. Le plus ancien foyer connu qu'on estime allumé par l'homme, c'est-à-dire un feu domestique et maîtrisé, on le trouve en Israël il y a seulement 790 000 ans. Mais il fait figure d'exception parce que la domestication du feu ne semble devenir commune qu'aux alentours de 400 000 ans dans notre passé. Autrement dit, si on place notre origine sur Toumaï et la domestication du feu il y a 400 000 ans, celle-ci n'occupe qu'environ 5% de notre histoire. Mais le feu fait partie des avancées technologiques les plus bouleversantes pour notre espèce, largement au niveau de la découverte de la roue, de la pénicilline ou de la relativité générale. Ouais, oui, just as important as la roue, oui. Bien que j'ai dit découverte et pas invention. On a inventé la voiture, mais découvert la roue. Les voitures n'existent pas dans la nature, par contre, les trucs qui roulent, si. La pénicilline, c'est une molécule fabriquée par le champignon Penicillium, le champignon bleu-vert qui pousse sur le pain ou le fromage laissé à l'air libre, et la distorsion de l'espace-temps n'a pas attendu Einstein pour exister. Après, on pourrait se demander si les voitures ne sont pas naturelles, puisque l'être humain est un animal faisant partie de la nature. Les oiseaux fabriquent des nids et c'est naturel. Donc les humains fabriquant des voitures... Mais c'est pas la question que je veux évoquer aujourd'hui. Ah, par contre, les voitures fonctionnent grâce au feu. Et oui, ne sous-estimez pas l'importance d'un tel phénomène pour notre espèce. J'ai déjà fait une série de vidéos pour expliquer à quel point nous sommes chanceux que la vie ait pu apparaître sur Terre. Je ne me suis pas attardé sur la chance que nous avons eue de connaître le feu. Parlons d'Europe et d'Encelade quelques minutes, voulez-vous ? Ce sont deux lunes des géantes de notre système solaire. Europe est un satellite de Jupiter et Encelade un satellite de Saturne. Elles nous intéressent tout particulièrement parce qu'elles abritent toutes deux un océan d'eau liquide caché sous une épaisse couche de glace. Il existe beaucoup de spéculations quant aux conditions nécessaires à l'apparition de la vie, mais il y a un point sur lequel la plupart des chimistes sont d'accord. La vie, c'est un ensemble de réactions chimiques complexes. Et pour que de la chimie complexe puisse se produire, il faut d'abord un solvant, c'est-à-dire un milieu dans lequel les différentes réactions peuvent se produire. C'est pour ça qu'il est peu probable de croiser de la vie dans le vide spatial. Parce que dans le vide, un solvant ne reste pas liquide. Et s'il est gazeux, il se disperse. Donc je rappelle juste que les tardigrades ne vivent pas dans l'espace. Ils y survivent. Et encore pas tous. Il faut aussi une température suffisamment élevée pour que ces réactions chimiques se produisent et suffisamment faible pour que les molécules complexes ainsi créées ne soient pas détruites aussitôt. Et pour finir, il faut des composés chimiques capables de s'assembler en molécules complexes. Le carbone, par exemple, est bien pratique, puisqu'il est capable de faire 4 liaisons par atome. Ça permet des assemblages plus complexes que l'hydrogène, par exemple, qui n'est capable d'en faire qu'une seule.
On pourrait alors se demander si d'autres éléments ne pourraient pas servir de base à la vie, comme le soufre par exemple, qui lui aussi peut faire 4 liaisons. Mais le soufre, non content d'être plus rare, est aussi à l'origine de liaisons plus instables. You ever watch Astronaut Geek? Tu dis à toi, I don't know, you say to yourself, est-ce que je suis trop con pour l'écouter? I mean, seriously. I'm like, you're telling me shit that I wouldn't know in a million years. Like I gave a shit about biology and science when I went to school. I was sleeping. I wasn't learning the charts, what sulfur could do and hydrogen. And I feel like sometimes I'm like, you know what? Too stupid to be listening to this guy. He's too damn smart. And even if he's book smart, you know what I mean? There's a difference. You could be a complete idiot on the street and not know how to live for 5 minutes. But you could be book smart, brilliant. You know everything because you could suck in all the information, and put it in a cabinet and refer to it later in a conversation. Thus, you're like, holy shit, that guy's so smart. It's, it could be fact gathering, or you could just seriously understand what is in the cabinets. You could break it down piece by piece. This guy, I believe, can. Il est pas con, celui-là. Pas du tout. Pas con du tout. Donc, par rapport au carbone, même si c'est pas impossible, c'est nettement plus improbable de le trouver comme base de la vie. Et n'oublions pas au passage que la vie carbonée est déjà foutrement difficile à obtenir, mais je vous renvoie vers les vidéos qui en parlent. Autrement dit, si on cherche la vie ailleurs... Remember, he said that was one of 4 that we saw. We did this one. We still have to do this one, and this one. Mais je vous renvoie vers les vidéos qui en parlent. Autrement dit, si on cherche la vie ailleurs, il est plus raisonnable, même s'il faut rester ouvert d'esprit, de commencer par chercher des chaînes carbonées dans de l'eau liquide. Et donc voilà pourquoi Europe et Encelade sont de bonnes candidates pour la recherche de vie extraterrestre. En théorie, rien n'empêche la vie complexe de se développer dans un tel environnement. Le volcanisme sous-marin de ces astres apporte probablement de la chaleur et tout un tas d'éléments chimiques, et l'épaisse couche de glace au-dessus constitue un bon bouclier contre les agressions cosmiques telles que les radiations ou les impacts d'astéroïdes. Mais revenons-en au feu. Dans les apports du feu à l'homme, on pense d'abord à la cuisson des aliments, mais c'est loin d'être la seule. Le feu permet de durcir les outils en bois, notamment la pointe des lances ou des épieux, facilitant ainsi la chasse. En parlant de chasse, le feu éloigne aussi les prédateurs. Parce que à ce moment-là, l'homme est encore un casse-croûte sur pattes pour plein d'autres espèces. Il permet aussi d'éclairer et de prolonger la journée au-delà du coucher du soleil. Il permet aussi de se réchauffer en hiver. Si vous chauffez une pierre suffisamment, vous réduisez ses tensions internes, ce qui la rend plus facile à travailler. C'est notamment le cas des silex qui deviennent plus faciles à tailler et à rendre coupants. Et si on parle de la cuisson des aliments, elle augmente la digestibilité de l'amidon d'un bon tiers, des protéines de moitié, elle tue les parasites et dégrade tout un tas de toxines. I mean, yes, fire has many uses. Absolutely. Donc un sevrage précoce des nourrissons, ce qui permet aux mères d'avoir plus d'enfants, et surtout, elle fournit pour la même quantité de nourriture plus d'énergie au corps, et notamment au cerveau, l'organe le plus gourmand, ce qui permet son développement. Les aliments sont aussi plus faciles à ingérer, nécessitant ainsi une plus petite mandibule, autrement dit, on fait encore plus de place pour un gros cerveau. Et normalement, à ce stade de la vidéo, vous êtes en train de vous demander ce que l'astronomie a à voir là-dedans. Attendez, j'y viens. Le feu a permis l'évolution de notre espèce, mais aussi, ensuite, notre développement technologique. Le feu, c'est ce qui permet d'extraire des métaux de la roche, en les faisant fondre. C'est aussi le feu qui permet de réduire un métal oxydé pour le rendre pur. Les métaux, je vous apprends rien, ils ont été très utiles dans notre histoire, mais pensez aussi que, plus récemment, sans métaux, on aurait été bien emmerdé pour domestiquer l'électricité. Oui, domestiquer aussi, parce qu'elle nous a pas attendu pour exister.
Et toutes les grandes inventions du XXe siècle, la radio, le scanner, l'IRM ou l'ordinateur, on les doit à la domestication de l'électricité. Ouais. Alors oui, on peut faire des ordinateurs mécaniques, hein, mais bon, courage pour faire plus que quelques opérations simples avec. Et le reste des grandes inventions, on les doit au feu. La machine à vapeur, son élément clé, c'est pas la vapeur. Parce qu'avec quoi on fait de la vapeur? Ouais. Bah du feu. Le moteur à combustion interne, bah c'est dans le nom. Et pensez aussi au moteur à combustion externe qui envoie du matos dans l'espace. Le machin brillant et bruyant à l'arrière d'une fusée, bah c'est du feu. Donc maintenant, revenons dans les océans d'Europe et d'Encelade. Supposons l'apparition de la vie et le développement d'une espèce intelligente. Jusque-là, pas de problème. Mais dans l'eau, pas de feu. Donc pas de travail des métaux, pas d'électricité, pas de moteur à combustion interne, pas de radio, bref, pas de technologie. Ou alors la technologie rudimentaire des débuts de l'humanité. Il existe peut-être, là-dessous, une espèce très intelligente qui passe ses journées à philosopher sur son existence comme les grands philosophes grecs. Mais elle ne dispose pas de la technologie pour percer la couche de glace qui la surplombe et donc aucun moyen d'avoir connaissance du monde extérieur. En fait, elle ne peut pas vraiment espérer dépasser l'âge de pierre. A priori, l'eau est courante dans l'univers. L'eau liquide un peu moins, mais on connaît déjà une paire d'exoplanètes a priori recouvertes de ce solvant si pratique pour la vie carbonée. Mais si des espèces intelligentes se développent là-bas, la principale différence entre elles et nous, c'est peut-être bien notre capacité à allumer un feu. D'ailleurs, ça me fait penser, à quand remonte la dernière fois où vous avez allumé un feu? Le feu a éclairé nos nuits et cuit notre nourriture pendant des centaines de milliers About 4 days ago, in the backyard. Fire pit. d'années. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vivent sans. Une ampoule à incandescence ou à LED, c'est pas un feu. Non. Un micro-ondes ou un four à résistance ne font pas de feu. Non. Et désolé, mais si vous démarrez le moteur de votre voiture, j'ai du mal à considérer que vous avez allumé un feu dans le sens où je l'entends. Ouais. À ce moment-là, les fumeurs brandissent sûrement fièrement leur briquet, mais avez-vous allumé un feu ou bien avez-vous appuyé sur un bouton enclenchant un mécanisme produisant du feu automatiquement? Oh, C'est-à-dire so never mind. I didn't make a fire. I used a lighter. He's right. un peu comme quelqu'un qui met le contact sur sa bagnole. Ouais. Par là, j'entends, à quand remonte la dernière fois où vous avez allumé un feu manuellement? C'est-à-dire sans l'assistance de la technologie moderne. I En couldn't. gros, si je vous lâche à poil dans la forêt, arriveriez-vous à allumer un feu? No. Seriez-vous capable de trouver un amadou et du bois tendre pour allumer un feu par friction? Ou bien une marcassite et un silex pour produire des étincelles et mettre le feu à des brindilles? C'est pas un jugement de valeur, hein. Je veux juste vous faire prendre conscience, là tout de suite, que dans le confort de votre vie moderne, vous avez perdu un savoir-faire vieux de centaines de milliers d'années. L'amadou, c'est un champignon qu'on trouve sur les arbres et en plus d'être antiseptique, il est hautement inflammable. Avec du bois tendre et sec, vous pouvez les chauffer suffisamment pour obtenir des braises. La marcassite, c'est une pierre très riche en fer. Frappée contre un silex, elle produit des étincelles. Ironiquement, pour vous, chers amateurs d'astronomie, la marcassite est très souvent confondue avec une météorite. Dans une forêt européenne ou nord-américaine, puisque je sais que la plupart d'entre vous me regardez de France et du Québec, il y a tout ce qu'il faut pour produire du feu à partir de rien. Et pourtant, si vous lâchez un humain dans la forêt aujourd'hui, vous avez de fortes chances de le retrouver 48 heures plus tard, mort d'hypothermie et à moitié bouffé par un sanglier. C'est Tiens, vrai. pendant qu'on est là-dedans, à votre avis, laquelle de ces deux inventions est la plus ancienne? Le briquet ou l'allumette? I know that he wants us to say allumette, mais je vais dire le briquet. Because in a way, the idea of a flint that sparks is with a lighter. And that clearly would be older than a match. That already has, the little red film on the wood. That sparks. I don't even know what that's called. What's the red of a match called? But anyway, that's already
like a material that was more common than the lighter, I think. I'm going to say lighter. L'archéologie a mis en évidence qu'au IIe siècle de notre ère, on utilisait dans le sud-est de la France de petits bâtonnets de bois pour transférer une flamme d'un endroit à un autre. Mais ces petits bouts de bois ne s'enflammaient pas tout seuls. La première allumette qui s'enflammait toute seule a été inventée à Paris par Jean-Joseph Louis Chancel en 1805. C'était un petit bout de bois imprégné d'un mélange de chlorate de potassium, de soufre, de sucre et de caoutchouc. Et ben voilà, he just answered my question. Trempée dans un petit flacon d'amiante rempli d'acide sulfurique concentré, elle produisait une flamme. C'était cher et dangereux, autrement dit pas spécialement un succès. Mais c'était la première vraie allumette. Les premières allumettes à allumer par friction nous viennent de l'anglais John Walker et datent de 1826, commercialisées sous le nom de Lucifer. Mais leur réaction était très violente, pour ne pas dire explosive, et leur odeur absolument putride. L'allumette au phosphore, quant à elle, date de 1836. On pouvait la gratter n'importe où, et elle était tellement réactive que, simplement les transporter en voiture pouvait leur foutre le feu par friction. Sans compter les maladies que le phosphore blanc provoquait. L'allumette de sûreté, c'est-à-dire l'allumette actuelle qui nécessite un grattoir spécial, est elle inventée en Suède en 1844. Donc la prochaine fois que vous verrez écrit allumette de sûreté sur la boîte, vous saurez que ça vient de là. Parlons maintenant du briquet. Le principe du briquet, c'est de frotter un morceau de fer contre un silex afin de produire des étincelles. Et ça, Néandertal savait déjà le faire il y a 50 000 ans. Et oui, le briquet est 50 000 ans plus vieux que l'allumette, le briquet moderne fonctionnant exactement sur le même principe. Ouais. Et ironiquement, c'est le briquet, longtemps appelé fusil, qui servait à mettre le feu aux allumettes, connu au Moyen-Âge sous le nom de bûchette ou de chènevotte, qui n'étaient alors que des petits morceaux de bois imprégnés de cire. À la Renaissance, le poète Marc-Antoine de Saint-Amand raconte comment, après un cauchemar, il doit mettre le feu à un amadou avec son fusil, c'est-à-dire son briquet, avant de porter la braise à une allumette au soufre pour finalement réussir à allumer une bougie. Souvent, tout en sueur, je m'éveille en parlant, je saute hors du lit, l'estomac pantelant, vais prendre mon fusil et d'une main tremblante, heurtant contre le fer la pierre étincelante, après m'être donné maint coup dessus les doigts, après qu'entre les dents j'ai juré 1000 fois, une pointe de feu tombe et court dans la mèche. Ravivant aussitôt cette matière sèche, j'y porte l'allumette et n'osant respirer, de crainte de l'odeur qui m'en fait retirer, au travers de ce feu puant, bleuâtre et sombre, j'entrevois cheminer la figure d'une ombre. Avouez que quand on se réveille après un cauchemar, un clic sur l'interrupteur, c'est quand même plus simple. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on n'a toujours pas parlé d'astronomie. Demandons-nous maintenant ce qu'est le feu. Oui, c'est une vraie question, et non, ne vous inquiétez pas, je vais finir par en arriver au fait. Le feu est une réaction d'oxydoréduction rapide et violente. Sous l'effet de la chaleur, un élément solide ou liquide se transforme en gaz. Au contact d'un comburant, le plus souvent l'oxygène, ce gaz s'associe à ce dernier dans des liaisons chimiques plus stables. L'endroit où cette réaction se produit, c'est la flamme. Une réaction d'oxydoréduction lente est aussi possible. C'est par exemple cette même réaction qui transforme lentement le fer en rouille. Sauf si vous foutez le feu à de la laine de fer, dans quel cas vous l'obtiendrez beaucoup plus vite. L'énergie excédentaire de la réaction d'oxydoréduction est alors dispersée sous forme de rayonnement. Portés à haute température, les suies ou les gaz au cœur de la réaction se mettent parfois à libérer des photons dans la lumière visible. C'est la lumière de la flamme. Car oui, il arrive que certaines flammes, bien que très chaudes, n'émettent pas de lumière visible, comme les moteurs à hydrazine dans le vide. C'est-à-dire par exemple le moteur du LEM sur la Lune. Vous voyez, on n'est jamais très loin du sujet. Non. Pour produire du feu, il nous faut donc 3 éléments. Un carburant, un comburant et de la chaleur. Retirer l'un des 3 et la combustion est impossible. La combustion est aussi impossible si vous n'équilibrez pas votre mélange. Par exemple, un mélange de carburant et de comburant porté à une température insuffisante ne brûlera pas. Si vous ouvrez un réservoir de méthane qui est hautement inflammable et que vous en relâchez quelques litres seulement dans une grande pièce, puis que vous grattez une allumette, il ne se passera rien. Le mélange est trop pauvre en carburant pour qu'une combustion démarre. Mais ne testez pas ça chez vous.
Si au contraire vous saturez une pièce de méthane et que vous grattez une allumette, il se passera rien non plus. Le mélange est trop riche, c'est-à-dire que le comburant vient à manquer. Encore une fois, ne testez pas ça chez vous. Ce que je vous dis là a peut-être l'air d'une affligeante banalité pour certains d'entre vous, et pourtant, il s'agit d'un prémisse important pour le raisonnement qui va suivre. Pour obtenir une combustion, il faut un élément inflammable en quantité suffisante à un seul et même endroit. Et un comburant. La chaleur, elle est relativement facile à trouver dans la nature, qu'on parle de volcanisme ou de la décharge électrique d'un éclair. Et là, j'aimerais vous faire prendre conscience du fait que sur Terre, les carburants disponibles pour allumer un feu viennent tous de la vie. Et mis à part de très rares cas, le comburant qu'on leur associe vient de la vie aussi. Au début de son existence, l'atmosphère de la Terre était riche en méthane. Vous savez, ce fameux gaz inflammable. Pourtant, l'atmosphère n'était pas en feu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du méthane, oui, mais pas d'oxygène. Le méthane est un gaz à effet de serre puissant, et il était bien pratique à cette époque-là parce que le Soleil, encore jeune et bien moins lumineux qu'aujourd'hui, n'apportait pas assez d'énergie à la Terre. Il fallait bien l'effet de serre de tout ce méthane pour garder une température assez clémente pour avoir de l'eau liquide. Et puis sont apparues les cyanobactéries qui vivaient de la photosynthèse et qui ont relâché de grandes quantités d'oxygène dans l'air. Est-ce que l'atmosphère s'est embrasée ? Toujours pas. Non. Tout simplement parce que cet oxygène a été relâché petit à petit sur des centaines de millions d'années. Les concentrations étaient toujours trop faibles pour permettre une combustion. Le méthane a donc été dégradé par une oxydoréduction lente grâce à la foudre des orages ou au bombardement d'ultraviolets venus de l'espace. Il a alors progressivement disparu de l'atmosphère, de même que son effet de serre, provoquant la glaciation la plus longue et violente de l'histoire de la Terre. Mais ça, c'est le sujet d'une des vidéos de la série sur la vie extraterrestre. Puis est apparue la vie complexe, avec notamment les végétaux, qui en s'amassant sur de longues périodes ont donné les nappes de pétrole actuelles, sans compter bien évidemment les végétaux contemporains que vous pouvez brûler tels quels. Pourquoi ? Parce que la chimie du vivant puise de l'énergie dans son environnement pour organiser la matière. It's very important that you can burn plants. I mean, can you imagine if marijuana was never figured out? You know, somebody also had to find a plant and say, I wonder what would happen if we smoked that. I mean, it's unbelievable the shit you have to think about that people just, it just, the things that were discovered over years and decades and centuries. Some of them are unbelievable. Some of them are just like, it had to be like a freak. It just had to be like freak luck. It just had to be luck. Like, holy shit, did you see? I would have never guessed that when I had that mushroom, the pain in my right knee went away. Somebody still had to say, you know what? I'm probably going to die, but I'm going to eat that mushroom. Or, what's going to happen if I smoke that plant and I inhale that smoke into my body? I'm probably going to die. Ah non. Eh ben merde, je suis pas mort, mais je suis content. Je rigole un peu maintenant. This shit is good. I mean, when I smoke it, I feel better. You know what? I mean, without somebody, avec des couilles, to say, I could get very sick. I might even die if I do what I'm about to do. We would have discovered nothing. It really took some guts, even to make a fire. Like, who the hell? I wish we could go back, way back, into how fire was created. Like, even when they say Benjamin Franklin, flew a kite with a key on it, because he just knew. He was like, you know what? Electricity is lightning is going to strike my kite, and then my key is going to be ignited. Like, another one that said, shit, I might die from the lightning.
Well, I think it's incredible when the amount of things that we have figured out. It is incredible. Mais cette organisation n'est pas stable et cette énergie ne demande qu'à repartir. C'est pourquoi la plupart des éléments organiques sont inflammables, à l'exception notoire des éléments minéraux comme les coquilles ou les os. Pensez-y. Quelle est la dernière chose que vous ayez brûlée et qui ne soit pas due au vivant? A joint. Le pétrole, le gaz naturel, le charbon et tous leurs dérivés nous viennent du vivant. Le bois, c'est du vivant. Oh. Le fer, ce n'est pas issu du vivant, mais il ne reste quasiment pas de fer sur Terre depuis que les cyanobactéries ont relâché leur oxygène. Oh. Seulement des oxydes de fer, qui sont donc déjà oxydés et pas inflammables. Le fer que vous pouvez brûler est issu de transformations faites par l'homme, c'est-à-dire, du vivant. L'incandescence d'une ampoule, un arc électrique ou de la lave en fusion, ce n'est pas du feu, parce que ce ne sont pas des réactions d'oxydoréduction. Le feu est étroitement lié au vivant. Le volcanisme, la foudre, la désintégration des météorites par friction, on les trouve partout ailleurs dans l'univers, mais ce n'est pas du feu. Les réactions thermonucléaires des étoiles, on en trouve aussi partout dans l'univers. Mais ce n'est pas du feu. Un volcan rejette des gaz chauds, mais ce sont des molécules simples qui ne sont pas inflammables. Et si un phénomène volcanique rejette des gaz inflammables, c'est que ledit phénomène est trop froid pour permettre leur combustion. Une fois... A volcano can create fire, but not by itself. It has to consume something, and then that becomes fire. Like a lava from a volcano that goes into a forest. You're gonna have fire. You're gonna have a shit ton of fire. But the volcano is not actually making the fire, but it can produce it with other materials. Dispersés dans l'atmosphère, ces gaz ne peuvent alors plus s'enflammer. Et si dans l'atmosphère d'une planète un gaz inflammable ou de l'oxygène sont progressivement relâchés, les réactions d'oxydoréduction se feront progressivement, bien avant que les concentrations de ceux-ci ne deviennent suffisantes pour permettre une combustion. Autrement dit, le seul moyen d'allumer un feu, à quelques très rares exceptions près, c'est de laisser la vie organiser la matière pour ensuite la désorganiser violemment par les flammes. Est-ce que maintenant, vous voyez où je veux en venir? À notre connaissance, la vie est extrêmement rare dans l'univers, et si elle existe, il y a fort à parier que ce soit dans l'eau. La vie complexe et terrestre est probablement encore bien plus rare. Pensez-y la I agree. prochaine fois que vous contemplerez la flamme d'une bougie, d'un réchaud à gaz ou d'un feu de bois. Dites-vous bien que ce phénomène, qui vous paraît si naturel, si commun, si insignifiant, est probablement aussi rare dans l'univers que ne l'est la vie. Les étoiles dans l'univers, il y en a plein. Des planètes dans l'univers, il y en a plein. Des volcans, des éclairs, du plasma dans l'univers, on en trouve à l'appel. Mais le feu... C'est vrai, you don't just walk around and go, oh look, there's a burning mountain. Yeah, that's the mountain. Obviously, it's called the Burning Mountain. It's always on fire. It just is. It's unbelievable. You want a ticket to go watch it up close? It's just a mountain that just burns fire for forever. He's right. He's right. You don't just see something that is on fire. It has to be created. Man, he got deep on this one, huh? He went deep on this one. Rappelez-vous que sans vie, pas de feu. Et sans feu, pas de technologie. Pas de métaux pour conduire l'électricité du téléphone sur lequel vous regardez cette vidéo. No Titanic, nothing. No steam engines. Pas de voiture, pas de fusée, mais pas non plus de verre pour faire une lentille ou un miroir pour observer l'univers. Pas d'antenne radio pour scruter Sagittarius A Star. Pas de choucroute non plus. C'est le feu qui a fait de vous ce que vous êtes, en ayant accompagné l'humanité depuis des centaines de milliers d'années, qui vous a donné votre gros cerveau pour regarder cette vidéo et la comprendre, Oui, et la comprendre. mais aussi pour apprendre à allumer un feu.
De nombreuses espèces ici sur Terre sont intelligentes, certaines utilisent des outils et se reconnaissent dans un miroir, mais seul l'homme sait allumer un feu. Rappelez-vous de tout ça la prochaine fois que vous contemplerez une flamme, et rappelez-vous que vous serez en train de contempler l'un des phénomènes les plus rares de l'univers. Pensez-y aussi quand vous lèverez les yeux au ciel, et que vous serez astronogeek. À la revoyure. Voilà. Not wrong. He makes you think of shit that you never thought of before. That's what Astro does. It's important. It's definitely important. Fire is important. Very important. But now that I think about it, I guess somebody clearly saw lightning hit a tree at some point, and the tree went up in flames. And the guy that saw that went, "What? Holy shit! What was that?" You know what I mean? The first guy to ever see lightning hit a tree and saw fire for the first time. What did that caveman do, huh? He was just like, "Holy shit. That's unbelievable." Now, how do I reproduce that? I don't know how the hell they got into stone and flint and twisting twigs, causing friction. I don't know. It's always interesting. It's always interesting. I think Astro. It's always interesting. It's never boring. It's always interesting. He makes you go, That's what he does. That's why we love him. I still want to watch those other videos. But anyway, we'll get there. We'll get there. We have plenty of time. We're in no rush. Take care. Peace out. A la prochaine.